En visite officielle, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi se trouve actuellement à Jérusalem où il a été fait docteur honoris causa. Outre la rencontre avec les différentes personnalités, des visites des lieux saints sont également au programme. Prestation de serment des membres du nouveau bureau de la CENI ce mardi devant la Cour constitutionnelle. Ainsi débute l'entrée de la nouvelle administration pour les prochaines élections de 2023. Et dans le Maïndombe, la cité de Mouchi a connu une forte pluie la nuit de samedi 23 au dimanche 24 octobre, laissant à son passage plus d'une centaine de maisons inondées, morts d'hommes et des personnes blessées. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. On va ouvrir ce journal avec le président de la République qui est arrivé en Israël cette nuit. Le chef de l'État y séjourne dans le cadre d'une visite officielle dans l'État hébreu. Plusieurs rencontres sont prévues avec des hautes personnalités politiques et du monde des affaires. Autre moment de sa visite, Félix Tshisekedi est fait docteur honoris causa ce mardi à l'université de Netanya. Regardez. Israël, c'est une terre sainte, une terre de bénédiction. Et pour moi, le fait de recevoir pour la première fois de ma vie une distinction pareille sur cette terre sainte est un signe du destin, un signe du ciel, un signe divin qui montre que le Congo, la République démocratique du Congo, pays que je dirige depuis peu, est engagé vraiment sur la voie du destin de Dieu. Ce rapprochement avec Israël aura certainement des bénédictions divines pour nos peuples distinctifs, respectifs. Après leur investiture par le chef de l'État, le nouveau président de la CENI, Denis Kadima, et son équipe prête serment ce mardi devant la Cour constitutionnelle. Une prestation de serment qui aura pour conséquence logique, vous le savez, l'entrée en fonction de la nouvelle administration de la centrale électorale. Cette équipe qui aura comme premier test l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces à problème prévues au mois de décembre prochain. Le regroupement politique Le Centre de Germain Kambinga a, dans un point de presse organisé ce lundi 25 octobre à Kinshasa, fait le point sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Pour Le Centre, il est impossible sans un consensus global d'organiser les élections apaisées et inclusives en 2023. Le regroupement Le Centre de Germain Kambinga a lancé ce lundi 25 octobre 2021 en son siège national un appel, un troisième, au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours d'un point de presse organisé par son vice-président Yves Kissombe. Attention, glissement à l'horizon. Irons-nous réellement aux élections en 2023 ? De l'avis de la majorité des acteurs politiques de la RDC, tant l'échéance de 2023 s'inscrit dans un cycle électoral désormais immuable. Instruite par 3 cycles électoraux, marqués par des résultats contestés, des violences en tout genre, la classe politique semble être emportée par une hantise. Comment éviter que les errements et les travers du passé ne viennent perturber ces nouveaux scrutins qui devraient constituer l'occasion d'une revanche pour certains, et la prise définitive des leviers du pouvoir pour d'autres. Il s'est agi, entre autres, de l'investiture des membres de la CENI, du respect du calendrier électoral ainsi que ses réformes. La question au centre des discussions. Ce déchirement caractérise également la démarche à suivre pour parvenir à opérer les réformes électorales préalables à la tenue de scrutins répondant aux exigences d'inclusivité et de transparence. Elles éludent pourtant une autre, tout aussi fondamentale, voire cruciale, à savoir celle du respect du calendrier constitutionnel. Le centre, qui reste fidèle à son premier appel solennel, réitère par ailleurs l'impératif pour le président de la République de tendre la main à ses adversaires politiques pour une nation unie et afin d'éviter toute forme de division.
Plus de 100 maisons se sont écroulées lors d'une forte pluie qui s'est abattue le week-end dernier dans la cité de Mouchi, en territoire portant le même nom, dans la province de Mai-Ndombe. Plusieurs personnes ont été blessées, des écoles effondrées et restées sans toiture. Pour en parler, nous sommes justement en ligne avec Didas Pembe, député national élu de Mouchi. Dites-nous quel est le bilan actuel de cette catastrophe. En effet, le samedi 23, donc il y a 4 jours, notre territoire de Mouchi, dans la province de Mai-Ndombe, a été victime d'une pluie très violente suivie d'un ouragan. Et alors, nous avons plus de 150 maisons endommagées, dont des écoles, et certaines écoles abritaient le concours des examens d'État. Nous avons des enfants qui sont hospitalisés. Nous avons des blessés et des blessés même très graves. Voilà l'état, disons le bilan de cette catastrophe. Face à cette urgence, quel est l'appel que vous lancez aux autorités pour une solution en faveur des sinistrés? C'est impératif. C'est impératif. Lorsque votre enfant est blessé à la maison, lorsque votre enfant est malade à la maison, vous, papa, qu'est-ce que vous faites? Si ce n'est le soin à l'amener à l'hôpital. Voilà ce que nous demandons. Nous demandons à ce que la population soit assistée illico presto, bien sûr, avec tout le respect qu'on doit aux institutions de la République, mais la population est en péril actuellement. Et en péril, nous attendons qu'une main tendue vienne assister cette population. Et c'est une urgence. Et ce que je demande, j'ai lancé un appel de SOS auprès des autorités. Pas plus tard que hier lundi, j'ai adressé un courrier au Premier ministre. J'ai adressé le même courrier et en pliateur le président de l'Assemblée nationale ainsi que le ministre chargé des Affaires sociales pour que le territoire de Mouchi soit et que toutes ces familles qui sont dehors aujourd'hui, ils n'ont ni à manger, ni à boire, puissent bénéficier d'une assistance. Autre incident, 3 personnes dont une fillette de 16 ans sont mortes lors de l'incendie des 6 villages provoqués par des miliciens du groupe armé Codeco dimanche 24 octobre en territoire de Djougou. Des sources de sécurité indiquent qu'il s'agit des villages Palestine, Soso, Elisha, Djogo, Deto et Matete. Les boutiques et maisons d'habitation ont également été saccagées par ces miliciens qui ont emporté des biens de la population avant de quitter les lieux. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. On offre toujours protection de la nature et de l'environnement. La communauté locale du territoire de Muanda dénonce la pollution et la dégradation de l'environnement due à l'exploitation du pétrole. Cette structure de droit du peuple de Muanda appelle à des réformes structurelles afin que la ville côtière puisse bénéficier des droits qui devraient être focalisés sur le développement de la ville de Muanda et le bien-être social de sa population. Dans le lot des recommandations formulées, il propose notamment la création d'un bureau d'audience publique pour l'environnement, la mise en place d'une fiscalité environnementale pour couvrir financièrement les dégâts environnementaux. Élection des gouverneurs dans 14 provinces à problème prévues au mois de décembre. Pour en parler, nous avons joint l'ancien ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, qui précise que la CENI devra se soumettre à la décision du Conseil d'État pour des cas des gouverneurs cités en justice. Il est vrai que à l'époque où le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, son Excellence Daniel Assello, avait transmis la liste des provinces concernées par ces élections. Évidemment, il n'y avait pas une décision émanant de la Cour de cassation. S'il y a une décision, effectivement, comme vous l'avez dit là, s'il y a une décision émanant de la Cour de cassation, je pense que la CENI, qui est l'organe habilité à organiser ces élections, va surseoir exceptionnellement pour cette province, afin que tout ce qu'il y a comme contour judiciaire autour de cette province soit vidé, et puis on va voir pour organiser des élections. Mais je pense que le problème qu'il y a est que le gouverneur était appelé dans une situation judiciaire de détournement de fonds. Je pense que ça doit aussi être vidé et puis on continue.
Mais au stade actuel, avec des problèmes judiciaires qu'il y a dans cette province-là, les autorités doivent terminer, les autorités concernées doivent terminer ces dossiers, c'est-à-dire le gouverneur et son vice-gouverneur, s'ils sont cités dans ces affaires-là. Moïse Katumbi à Kinshasa cette semaine, le président du parti Ensemble pour la République vient pour consulter la classe politique sur la situation actuelle. À l'issue de ces consultations, le président d'Ensemble pour la République rendra publique sa position sur les enjeux politiques de l'heure. 8 ans de prison ont été requis lundi contre la star de la rumba congolaise Koffi Olomidé, jugé devant la cour d'appel de Versailles en région parisienne pour agression sexuelle et séquestration de 4 de ses anciennes danseuses lors des prestations et tournées en France, des accusations dont il s'est vivement défendu. 8 ans de prison ont été requis lundi contre la star de la rumba congolaise, Koffi Olomidé, jugé devant la cour d'appel à Paris pour agression sexuelle et séquestration de ses 4 anciennes danseuses lors des tournées en France, des accusations dont il s'est vivement défendu. Âgé de 65 ans, le chanteur franco-congolais à la renommée internationale s'est exprimé pour la première fois en public sur le charge pesant contre lui alors qu'il n'avait pas assisté à son premier procès en 2019. Il avait été condamné en première instance à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur l'une des jeunes femmes déclarée mineure au moment des faits et relaxé pour l'essentiel des autres charges. Le ministère public, qui avait requis 7 ans d'emprisonnement ferme, avait fait appel. Le lundi 25 octobre dernier, l'accusation a demandé de revenir sur le premier jugement et de reconnaître coupable la star internationale vivant désormais en France. Les 4 plaignantes ont déposé plainte entre 2007 et 2013, accusant Koffi Olomidé de les avoir enfermés dans un pavillon gardé près de Paris lors de ses tournées françaises entre 2002 et 2006 et de les avoir obligés à avoir de rapports sexuels avec lui de manière régulière. Depuis, aucune ne retournait au Congo par peur des conséquences connaissant la notoriété de la star dans le pays. La défense des plaignantes affirme qu'elles allaient sur les Champs-Élysées et que parfois elles demandaient qu'on les accompagne alors qu'elles ont affirmé à l'instruction qu'elles étaient escortées contre leur gré. Le chanteur reconnaît qu'il avait un droit de regard sur leur sortie, plaidant qu'il devait vérifier qu'elles ne cherchaient pas à rester en France à l'issue de la tournée. Les plaignantes avaient raconté pendant l'enquête s'être finalement échappées au logement en juin 2006 avec une corde de drap après avoir endormi les gardes à l'aide de somnifères. À la barre, les 4 jeunes femmes avaient accusé les chanteurs de les faire venir parfois à l'hôtel, parfois en studio d'enregistrement, en déclarant avoir été forcées à subir des relations sexuelles avec lui 3 fois par semaine pour l'une et 4 fois dans le mois pour une autre. Il n'y a absolument aucun élément matériel accréditant les dires des plaignantes, a estimé dans sa plaidoirie Antoine Veil, avocat du chanteur plaidant la relaxe. Le jugement a été mis en délibéré au 13 décembre. Pour rappel, Koffi Olomidé a déjà été condamné en République démocratique du Congo en 2012 pour violence et avait été expulsé du Kenya en 2016 pour avoir donné un coup de pied à l'une de ses danseuses. En Afrique, le coup d'État au Soudan avec l'arrestation par l'armée des dirigeants civils et la dissolution des organes de la transition suscite une vive inquiétude dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé la libération immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok. Pour sa part, Washington a réclamé le rétablissement des institutions. Pour l'heure, la situation demeure toujours confuse à Khartoum. C'est le 1e coup d'État et cette fois-ci, c'est au Soudan, où le Premier ministre, chef du gouvernement Abdallah Hamdok, et la plupart de ses ministres ont été arrêtés par des militaires et sont détenus dans des lieux secrets. Des manifestations populaires sont réprimées par des balles réelles. Des troupes militaires et paramilitaires ont été déployées dans la capitale. L'aéroport de Khartoum est fermé et les vols internationaux sont suspendus. L'Internet est également hors service. Un grand des manifestants réclame le retour d'un gouvernement civil. La transition amorcée en 2019, après 30 ans de dictature, semble plus que jamais compromise dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le général Abdel Fattah al-Burhan a annoncé ce lundi
dans une allocution à la télévision d'État la dissolution des autorités des transitions au pouvoir dans le pays et qu'il souhaite une transition vers un État civil et des élections libres en 2023. Depuis la chute d'Omar el-Béchir en 2019, jusque-là, le Soudan a à sa tête le général Fatah al-Burhan, qui est la plus haute autorité de la transition. Ça fait maintenant pourquoi l'Afrique continue à subir les effets néfastes de 1990 dus au coup d'État. Autant de questions qui méritent d'être posées. On ouvre à présent notre page sportive. À l'instant, les clubs congolais engagés à la Coupe de la Confédération de la CAF sont fixés sur les adversaires qu'ils vont affronter au tour de cadrage. À l'issue du tirage au sort effectué ce mardi au Caire en Égypte, Maniema Union de Kin doit hériter de Pyramide FC d'Égypte. Le Daring Club Motema Pembe affrontera l'Union sportive de la Gendarmerie au Niger. Puis le tout-puissant Mazembe sera opposé au club sud-africain de Marumo Galant Tombeur de V-Club en 16e des finale. La première édition du championnat national des arts martiaux libres a rendu son verdict le week-end, organisé par la Fédération congolaise des combats libres que dirige Rodrigue Massouama. Ce championnat national se veut être un espoir de la jeunesse qui semble être abandonnée à son triste sort. Au cours de cette première édition, tous les champions chez les messieurs ont reçu des ceintures mises en jeu. Les amoureux des arts martiaux modernes se sont régalés pendant 2 jours avec des combats inédits organisés par la Fédération congolaise des combats libres dans la grande salle de Don Bosco dans la commune de Massina. Chez les juniors, la journée de vendredi 22 octobre a été chargée avec 11 combats éliminatoires jusqu'en finale en MMA, en K1 et Shido Kaikan. Des combats alléchants étaient à suivre samedi chez les seniors messieurs dans les K1. Kibiki Josué a battu Massoudé Vermex, affectueusement appelé Cibor. En MMA des 3 rounds pour 3 minutes, Dieu merci Lunata a concrétisé sa parole en conférence de presse en surprenant Nzuzi Teo au 2e round. Dans la même catégorie, Patrick Mayoko du Kassai s'est débarrassé de Christivi Mimbai de l'Équateur par arrêt du médecin au 1er round. L'autre combat des 3 rounds 3 minutes a opposé Mbayo Francis à Kiatini 15 en K1 et c'est Mbayo du Congo central qui l'a difficilement remporté au point. Dans les Shido Kaikan des 6 rounds 3 minutes, Gédéon Moussanda a battu Mambenga Ledou par arrêt du médecin au 5e round. Le dernier combat palpitant de la soirée a vu Mambongue Trésor de la Mongala venir à bout de Kimoun Joseph au point dans les K1. Et pour finir, la Ligue de football de Kinshasa a procédé lundi 25 octobre à la remise des brevets aux arbitres qui ont participé à un séminaire de formation organisé par la LIFKIN à Kinshasa, ce qui est d'ailleurs de coutume avant le début de chaque saison. L'objectif de cette formation était de renforcer le nombre d'arbitres dans les différentes ententes urbaines pour la promotion du football dans la capitale. L'actuel comité de la Ligue de football de Kinshasa, dirigé par Désiré Bonina, fait de l'arbitrage son cheval de bataille. Voilà pourquoi il renforce les capacités techniques des arbitres pour essayer de limiter les dégâts lors de matchs au niveau des ententes. C'est ce lundi que la LIFKIN a procédé à la remise de brevets à ses arbitres qui ont pris part à un séminaire de formation. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de l'Académie Oudjana. Désiré Bonina s'est réjoui du comportement qu'affichent les arbitres actuellement. Ces derniers dirigent les matchs en respectant les 17 lois des jeux. Nous pensons de notre point de vue que c'est la meilleure façon de pouvoir respecter, démontrer aux dirigeants sportifs que nous les respectons. Ces gens-là, nous devons les respecter. C'est des gens qui se sacrifient d'abord eux-mêmes, qui sacrifient leur famille pour encadrer la jeunesse à travers les équipes de football. Et lorsque quelqu'un dépense de son argent et il vient sur le terrain pour voir un arbitre gâcher son match, ce n'est pas bien. C'est lui manquer du respect. C'est manquer du respect aux dirigeants. C'est pour cette raison que nous avons toujours demandé aux arbitres de se comporter dignement, de se comporter comme des vrais hommes sur le terrain, en ayant à l'esprit que ces gens qui dépensent leur argent ont besoin de la justice sur le terrain, ont besoin que le match soit dirigé dans l'application des 17 lois des jeux.
Ces arbitres stagiaires promettent de bien se comporter sur terrain pour essayer de corriger certaines failles enregistrées lors des éditions précédentes. La Ligue de football de Kinshasa promet de mettre à la disposition de ces nouveaux arbitres des équipements pour leur permettre de mieux exercer leur métier. On en vient au rappel des principaux titres. En visite officielle, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi se trouve actuellement à Jérusalem où il a été fait docteur honoris causa. Outre la rencontre avec les différentes personnalités, des visites des lieux saints sont également au programme. Prestation de serment des membres du nouveau bureau de la CENI ce mardi devant la Cour constitutionnelle. Ainsi débute l'entrée de la nouvelle administration pour les prochaines élections de 2023. Dans le Maïndombe, la cité de Mouchi a connu une forte pluie de la nuit de samedi 23 au dimanche 24 octobre, laissant à son passage plus d'une centaine de maisons inondées, morts d'hommes et des personnes blessées. La revue de presse, c'est tout de suite sur votre chaîne. Restez avec nous. Dans une sélection de Jenny KMB, le tour d'horizon va débuter. Elle est déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Amina Bayombo, bonjour à tous. CENI, les nouveaux animateurs prêtent serment aujourd'hui. Exactili, ce dernier remplace l'équipe des Nanga en place depuis 2015. Hier, le président sortant de la centrale électorale a tenu une réunion avec les membres de la commission électorale nationale indépendante, rapporte actualité.cd. Il était question pour lui de dire au revoir aux agents et cadres de la CENI, mais aussi les encourager du travail abattu ensemble, parfois au péril de leur vie, notamment le phénomène communien Sapou dans l'espace Kassai, le groupe armé dans l'est du pays, les conflits ethniques entre communautés au Tanganyika et au Maïndombe, ainsi que le phénomène Ebola au Nord Kivu. Dévoués, bravant les risques, nous avons atteint ensemble le résultat attendu. C'est félicite Corneille Nangaa. Parmi ces résultats, il a cité l'alternance politique et pacifique à travers le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange. En bon père des familles, Corneille Nangaa a exhorté ce désormais ancien agent à faire preuve de maturité et à soutenir Denis Kadima, son successeur. De son côté, C'est rappelle que c'est depuis le mois de juin 2019 que le mandat des dirigeants actuels de la Commission électorale nationale indépendante, avec en tête Corneille Nangaa, avait officiellement pris fin. Ce mardi, le nouveau bureau de la centrale électorale prête serment devant la Cour constitutionnelle. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avait investi vendredi dernier 12 sur 15 membres désignés pour le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Rappelle actualité.cd. L'inquiétude est que cette investiture est contestée par l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi et le Front commun pour les Congo de Joseph Kabila, qui considèrent irrégulière la procédure ayant conduit à la désignation de ce nouveau membre. L'autre information est qu'à l'appel de Martin Fayoulou, plusieurs forces politiques et sociales ont signé une déclaration dimanche annonçant des actions citoyennes de grande envergure afin d'exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante pour des élections libres, crédibles, transparentes et inclusives en 2023. L'appel de Martin Fayoulou aux différents mouvements citoyens apparaît comme une piqûre sur les dos de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qui n'a pas tardé de réagir. Les partis du feu Etienne Tshisekedi Wamulumba promet lui aussi de manifester avec objectif de soutenir les institutions du pays au cas où l'opposition sortait dans les rues de Kinshasa comme annoncé. Muet sur Virunga, Justicia se contredit sur le projet congolais Sombwe. Nous sommes dans le domaine de l'énergie. Effectivement, elle a présenté le week-end dernier un rapport intitulé « Spoliation des parcs Upemba et Kundelungu comme des graves risques de la perte des espèces animales et des violations de droits environnementaux ». Justicia ASBL, citée par Econews, s'oppose au projet hydroélectrique Sombwe qu'un certain Eric Monga aurait mis en œuvre le long du parc national de Upemba, dans les Hauts-Katanga d'un côté, et de l'autre côté, il se montre clément sur des projets que l'Union européenne
supervise dans les parcs nationaux de Virunga, pourtant similaire à celui de M. Eric Monga. Alors cette contradiction de la part de Justicia ASBL irrite nombreux observateurs cités par EcoNews. Ils voient en cette méthode de cette ONG une forme d'acharnement à l'endroit d'un Congolais. Pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Sur quoi Justicia fonde-t-elle ses inquiétudes? Et la réplique s'interroge-t-il? Et la réplique plutôt du président de Justicia ASBL, Maître Mbouya, n'a pas tardé. Ce dernier estime qu'il ne peut pas soutenir une personne qui viole la loi en matière de conservation de la nature. Aurait-il une main noire derrière l'activisme de Justicia? S'interroge ces observateurs congolais qui estiment que cette hypothèse ne peut pas être exclue jusque-là. Accompagner la vision du chef de l'État, en tout cas, c'est l'objectif que s'est assigné Eric Monga, initiateur du projet Sombwe. Ce projet aurait déjoué, en croire ses observateurs, tous les calculs de l'Union européenne. Ce dernier estime qu'il est temps que les Congolais se prennent en charge. Ils affirment que le projet Sombwe est une nécessité patriotique. Et pour finir, au Ghana, le Parlement veut se pencher sur la question des homosexuels. Oui, un projet de loi est déjà sur table à ces sujets. Le sort des homosexuels au Ghana sera fixé ce mardi au Parlement. Il s'agit d'un texte qui criminalise l'homosexualité, note France24.com. Alors de voix s'élèvent déjà soit pour dénoncer cette procédure, soit pour la soutenir. La dernière en date est celle des défenseurs de droits humains qui pointent les risques d'une recrudescence des perquisitions contre cette communauté dans un pays qui connaît déjà une vague d'homophobie. Poursuit ce site français. Si le texte est voté, il permettra d'infliger jusqu'à 10 ans de prison aux homosexuels. Signalons ici que ce phénomène est déjà pratiqué dans plusieurs pays du continent africain et aux États-Unis. Très souvent, quand on parle de l'homosexualité, nos réactions sont souvent émotionnelles et quelquefois basées sur la religion. Lorsqu'on lit la loi congolaise, le terme homosexualité n'est pas du tout évoqué de manière claire. Au Congo, l'homosexualité n'est pas en soi érigée en infraction. Seul le mariage homosexuel est prohibé. Merci beaucoup, Jenny Kalembe, pour votre revue de presse. Merci à vous autant. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.